Et quelques mots d'introduction qui vont un peu reprendre le message de tout à l'heure, parce que la temporalité de cette réforme est importante, mais ce n'est pas l'unique élément qui caractérise son côté inédit. C'est une réforme inédite en effet. On pourrait se dire, on pourrait même être lassé des réformes de la formation professionnelle, c'est une banalité. Tous les 5 ans, les nouveaux gouvernements trouvent que la formation professionnelle n'est pas à la hauteur des espérances. Eh bien, c'est encore le cas, mais là, cette fois-ci, le législateur a l'intention de construire un nouveau dispositif, et c'est pour cela qu'il faut s'arrêter quelques instants sur cet adjectif inédit. Rappelons tout d'abord les enjeux de la réforme. Développer la performance économique des entreprises en adaptant le rôle des acteurs de la formation professionnelle. Il s'agit bien de revoir l'organisation, de revoir le rôle des corps intermédiaires qui agissent dans le champ de la formation professionnelle continue. Et naturellement, vous comprenez peut-être un petit peu plus ce que je disais tout à l'heure sur le fait que la loi commençait par créer France Compétences et transformer temporairement tous les autres cas en locaux. Ensuite, il s'agit d'investir dans la formation et la compétence. C'est le mot important qu'il faut saisir, qui va certainement, là encore, c'est l'ingrédient chimique qui va faire muter certainement le dispositif, en garantissant la qualité de l'offre et de la certification et des certifications. Et on va le voir effectivement, la question de la qualité de la formation va être centrale. Et je pense que dans la salle, il y a beaucoup de prestataires de formation. Donc, vous avez connu le Datadog, vous allez devoir, à terme, d'ici 2021, détenir une certification qualité, qu'il ne faudra pas confondre avec les certifications professionnelles, qui, elles, connaissent une véritable réforme aussi dans cette loi. Enfin, dernier sujet important, donner à chacun la liberté de choisir et la capacité de construire son projet professionnel. Derrière cette formule, naturellement, il y a le compte personnel de formation, mais il y a aussi le conseil en évolution professionnelle. C'est un deuxième droit individuel gratuit qui est offert à tous les personnes engagées dans les professionnels, et il faudra naturellement en parler. L'autre point important à souligner sur les points clés, c'est vraiment les 4 moteurs qui provoquent la mutation. Tout d'abord, installer au niveau national un dispositif de régulation dans une instance quadripartite. Je vous ai parlé de France Compétences, donc elle a été créée au début de l'année. Hier, il y avait son 2e conseil d'administration. Ça va être le répartiteur des contributions des entreprises à la formation professionnelle. Nous avions un système qui fonctionnait en B2B, donc les entreprises versaient leurs contributions à des organismes collecteurs, beaucoup d'organismes collecteurs. Là, l'idée, c'est qu'au niveau national, toutes les contributions des entreprises passent par une structure nationale où siègent les représentants de l'État, des régions et des partenaires sociaux. Donc ce flux sera observé directement par les 4 acteurs politiques de la formation professionnelle. Deuxième élément moteur, c'est mobiliser les branches professionnelles dans le pilotage de l'apprentissage et de la certification professionnelle. Les branches professionnelles, pendant 40 ans, ont été invitées à développer le financement de la formation professionnelle. Le financement n'est plus un problème, visiblement. La préoccupation, c'est les résultats. Et les résultats, c'est que de plus en plus de citoyens soient détenteurs d'une certification professionnelle, que les jeunes aient plus facilement accès à l'apprentissage, à tous les niveaux de l'apprentissage, et pas uniquement dans le supérieur, comme il se développe beaucoup ces dernières années. Et la certification professionnelle, pour cela, doit mieux correspondre aux attentes des entreprises, et donc des pouvoirs supplémentaires vont être donnés aux commissions paritaires consultatives où siègent les partenaires sociaux. En ce qui concerne les titres et les diplômes de l'État, il faudra un avis conforme de ces fameuses CPC pour que ces diplômes soient inscrits au répertoire national de certification. Troisième moteur, la redéfinition des missions des opérateurs paritaires.
La nouveauté, c'est que là aussi, ils doivent se préoccuper des besoins des branches professionnelles. Les OPCA vont devenir des opérateurs de compétences, à la fois au service des entreprises, mais aussi au service des branches. C'est encore une illustration de l'idée que la question financière est accessoire par rapport à la préoccupation des résultats que l'on souhaite pouvoir observer à terme suite à cette réforme. On le voit, les 3 piliers de cette réforme tournent autour de la responsabilité, des périmètres de responsabilité des acteurs. 4e sujet, les droits individuels. La question des droits individuels qui reste majeure dans l'histoire de la formation professionnelle en France. Eh bien, on va franchir une nouvelle étape avec la disparition du congé individuel de formation, un compte personnel de formation qui va se préoccuper à la fois des salariés, des demandeurs d'emploi, mais aussi des non-salariés, avec un système qui sera rattaché directement, un système de financement qui sera rattaché à un opérateur unique qui est la Caisse des dépôts et consignations. Et puis, concernant le conseil en évolution professionnelle, un CEP va être spécifique aux salariés, avec un nouveau pilotage assumé par France Compétences. Ce sont des approches un peu macro que je vous propose, mais vraiment c'est important compte tenu de la volumétrie de cette réforme, de garder toujours en tête quelques idées forces qui la caractérisent. Alors, dernier message avant de vous présenter par le menu ce qui vous attend. Je pense que dans la salle, il y a des professionnels de la formation qui ont de l'ancienneté. Donc, si vous avez suivi les épisodes précédents, vous allez reconnaître dans cette réforme des continuités. C'est une transformation, c'est le mot que j'utilisais tout à l'heure, la ministre l'a beaucoup utilisé. On peut en faire la démonstration, c'est plus une transformation qu'une réforme, dans le sens où la loi va organiser une transformation de l'existant. Donc il y a indéniablement des continuités. On s'appuie sur le quadripartisme qui existait dans le CNEFOP. On s'appuie toujours sur l'apprentissage à côté de la pro. On n'a pas fusionné les 2 dispositifs. Mais il y a des ruptures fondamentales parce que France Compétences n'est plus le CNEFOP, puisque France Compétences va gérer, en tout cas voir passer dans ses bulles l'ensemble du montant des contributions versées par les entreprises. C'est la première fois qu'au niveau national, nous aurons un tel pilotage de plus de 10 milliards d'euros en matière de formation professionnelle. Donc, rupture. Apprentissage, les régions ne seront plus dotées d'un financement provenant des contributions des entreprises pour financer les CFA. On a parlé de Big Bang, c'est un Big Bang. Ce sont les OPCO qui à terme financeront au contrat les centres de formation d'apprentissage. Alors comme toute réforme, le débat de la simplification est posé. Est-ce que ça sera plus simple qu'avant? Alors le Centre Info ne rentre jamais dans ce genre de débat parce que la démonstration de la simplification, c'est très très subjectif, c'est un peu les goûts et les couleurs. Donc nous préférons parler de reconfiguration. Mais pourquoi le mot simplification est là? Eh bien parce que très souvent, lors des débats parlementaires, lors des présentations par le cabinet de sa réforme, l'argument qui a été utilisé, ça a été de dire, écoutez, il faut absolument transformer le système, parce que, vu de l'entreprise, vu du citoyen, ce n'est pas compréhensible. Et donc, c'est un argument c'est un argument absolu. C'est-à-dire que, malgré la qualité de certains services, de certains résultats obtenus par les opérateurs, l'argument développé par ces opérateurs ne tenait plus. Parce que, vu des citoyens, vu des entreprises, l'existence, par exemple, pour les citoyens, à côté du CPF, du congé individuel de formation, c'était considéré comme compliqué. Il ne fallait pas 2 droits, il ne fallait qu'un seul droit. On a essayé de faire fonctionner les 2 droits en les articulant, ça n'a pas marché. Eh bien, franchissons le pas, simplifions, créons qu'un seul droit. Alors, est-ce que ça sera plus simple qu'avant? J'ai dit que je ne voulais pas rentrer dans le débat. Il va falloir apprendre un nouveau mode d'emploi. Donc, ça va forcément être une source de questionnement et naturellement prendre un petit peu de temps pour la population. Regardons du côté des entreprises. Contribution unique, collecte à terme assurée par l'URSSAF.
Mais il y a beaucoup de cas qui ont démontré que leur coût de collecte était ridicule et que la collecte avait beaucoup d'avantages dans la relation avec les entreprises. Oui, bien sûr, vous avez raison, tout ça ce sont des arguments qui ont une certaine valeur, mais opposé à l'argument de « mais vous comprenez, vu de l'entreprise, est-ce que c'est pas plus simple que tout ça, ça passe par l'URSSAF, puisque de toute façon l'URSSAF collecte déjà beaucoup de choses ». Donc effectivement, là, on ne peut plus se battre, les arguments sont absolus. Donc voilà, des arguments de simplification ont été posés, en tout cas des justifications de simplification ont été mises en avant. Enfin, des tensions, des anticipations, vous en doutez, chaque fois que la ministre a dévoilé un pan de sa réforme, eh bien, les fameux corps intermédiaires se sont très vite exprimés. Les régions n'ont pas du tout apprécié la disparition de la dotation dont elles bénéficiaient en matière d'apprentissage. Elles sont pesées dans le débat, elles ont d'ailleurs transformé le projet de loi et obtenu un maintien de financement pour leur intervention. Et cela illustre le processus aussi inédit de cette réforme, c'est que il a commencé au second semestre 2017, et puis voilà, depuis 2017, il y a des acteurs qui sont au travail pour préparer cette réforme, qui, comme je vous le disais, donc démarre en 2019 et va étape par étape, petit à petit, installer le nouveau dispositif de la formation professionnelle. Alors maintenant, essayons de couvrir la totalité du sujet. On l'a dit, Valérie vous l'a prévenu, on pourra difficilement être exhaustif ce matin. Voilà, déjà, ça bourre le slide de messages, voilà, des contributions fusionnées, des collectes revues, des répartitions nouvelles, des opérateurs compétents. On a beaucoup de choses à voir, de la tuyauterie financière, des acteurs, des dispositifs, des petites règles techniques qui vont peut-être entraîner des débats. Donc il y a beaucoup de choses à traiter ce matin. Donc il y aura 3 grands temps: la question financière et la question de la gouvernance, premier temps, la question des dispositifs d'accès à la formation, et puis je terminerai donc par l'ingénierie, ce que j'appelle l'ingénierie, donc tout ce qui va concerner les prestations de la formation professionnelle. Et là, il y a un 4e thème qui apparaît, c'est le calendrier de mise en œuvre. Alors, ce calendrier, je vais plutôt traiter au fur et à mesure de chaque thème pour que vous sachiez comment, petit à petit, ces différents sujets vont bouger. Une lecture de transformation dans un mode calendaire s'est révélée assez fastidieuse à faire. Voilà. Alors, on va rentrer dans le premier thème. Donc, les nouveaux rôles des acteurs. Donc, un premier schéma, comme Centre Info aime faire, qui essaye d'expliquer comment ce que caractérise la formation professionnelle. Donc, c'est un marché avec les organismes de formation qui fonctionne sous un mode hybride avec des fonds privés, les ménages participent au financement de leur propre formation, les entreprises ont des financements directs, c'est la réforme de 2014. Et puis, il y a tout un cadre d'intervention publique. Donc les régions, l'État, l'Europe, Pôle emploi, la GFIP interviennent dans le champ de la formation professionnelle. Et puis, il y a tout l'univers des organismes gérés par les organisations syndicales. Eh bien, c'est là que se niche la réforme. C'est là que tout commence. Il s'agit de transformer ce qui a été, en fin de compte, créé par la loi de l'ordre de 71, par les partenaires sociaux dans l'accord de 70. Parce que, même s'il y a eu des réformes successives, finalement, des réformes successives précédentes n'ont fait que améliorer ce qui avait été imaginé dans les années 70 pour sophistiquer le système, introduire de l'alternance, introduire l'externalisation du financement à travers les fonds GESIF. Mais tout ça s'inscrivait dans l'esprit de la logique de 71. Et on peut dire que la loi Pénicaud, c'est une sorte de nouvelle loi fondatrice du nouveau dispositif en ce qui concerne tout ce qui avait été imaginé dans les années 70. Tout commence par l'idée de fusionner la contribution à la formation continue avec la taxe d'apprentissage. L'idée, c'est, là encore, vu de l'entreprise, ces deux financements poursuivent à peu près le même objectif: organiser le financement de formation de salariés. Donc le législateur ose annoncer la fusion des deux contributions. Il y a eu une concertation apprentissage qui a même posé la question
de la fusion des deux dispositifs, le législateur a dit que la préoccupation majeure était de revoir la tuyauterie financière, de revoir le financement. L'idée de fusionner le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation n'est pas une idée nouvelle. Et on peut imaginer que ce soit peut-être la prochaine étape. Mais voilà, en 2018, le législateur s'est arrêté à mi-chemin sur le sujet. Donc il y a une contribution unique en façade, parce qu'à l'intérieur, le législateur n'a pas pu faire autrement que de maintenir un volet formation continue et un volet apprentissage. Pourquoi ? Parce qu'il y a des règles complètement différentes d'assujettissement, et si on fusionnait c'était impossible de fusionner les règles sans assujettir des entreprises à un taux plus élevé de contribution. Et le législateur s'est refusé à ça, car le but du jeu n'était pas ça, c'était pas de rajouter du financement venant des entreprises. Donc, ben voilà, il a réécrit sa copie. Entre la version du projet de loi et la version à l'Assemblée nationale, il y a eu réécriture par un amendement du gouvernement de cet article concernant le financement des contributions des entreprises. Attention à cette représentation. Une fois passé dans la moulinette de France Compétences, il n'y a plus pour l'entreprise la possibilité de repérer ce qui sert dans sa contribution à financer le plan de développement des compétences, à financer le compte personnel de formation, à financer l'apprentissage. Non, France Compétences va répartir. Donc cette fameuse logique, ou cette fameuse question qu'on nous posait régulièrement, alors, dans ma contribution, quelle est la part du budget qui sert à... On ne peut que répondre à partir de la contribution. Il faut attendre la décision de France Compétences. On l'attendait, je n'ai pas bien vu dans la presse spécialisée si France Compétences s'est prononcé sur cette réversion. En tout cas, en principe, il doit répartir dans les prochains jours, si ça n'a pas été fait hier, les contributions des entreprises à la formation professionnelle. Alors, une fois que vous avez compris la logique de la fusion, bien voilà quel est le schéma qui se profile pour 2021. Ça ne va pas fonctionner encore comme ça cette année. Donc, la contribution unique sera collectée par l'URSSAF, qui reversera tout à France Compétences. Grosso modo, 10 milliards d'euros. Il y a une petite partie, 13% de la contribution, bien donc 87% ira à l'URSSAF, 13% qui vont être versés aux établissements d'enseignement professionnel, c'est ce qu'on appelait avant le hors quota. Bon, voilà, on l'a diminué à 13%, et ça perdure. Donc France Compétences va gérer la plus grosse partie des financements, et la plus grosse partie des financements sera versée aux opérateurs de compétences, puisque les opérateurs de compétences vont gérer à la fois l'apprentissage et la professionnalisation, donc ça c'est le gros morceau, puis le plan de formation, le plan de développement des compétences, c'est sa nouvelle appellation, des entreprises de moins de 50 salariés, de moins de 50 salariés, et ça c'est un point à tout de suite repérer. Si vous travaillez avec des entreprises de 50 à 300 salariés, il y a donc un sacré changement dans les OPCO. Ils ne financeront plus leur plan de développement des compétences, donc il faudra que ces entreprises de 50 à 300 salariés prévoient un budget supplémentaire dans leurs dépenses directes. Ensuite, les régions vont disposer de moyens financiers pour majorer les financements des CFA accordés par les opérateurs de compétences. Et puis, nouveau financeur dans le paysage, donc la Caisse des dépôts et consignations, à terme, donc pas cette année, mais à partir de l'année prochaine, va financer directement les coûts pédagogiques sur la base donc, de cette monétisation que je vous présenterai tout à l'heure du CPF. Donc, gros changement du côté des financeurs. Les OPCO ne seront pas les financeurs du CPF comme les OPCA étaient jusqu'à cette année, enfin les OPCO cette année, les financeurs du CPF. Ça sera la Caisse des dépôts et consignations. Alors, un acteur nouveau va apparaître, ou plutôt un acteur va se transformer, les fonds GESIF vont se transformer. On demande aux partenaires sociaux de créer, au cours de cette année, de remplacer les fonds GESIF par des commissions paritaires interprofessionnelles régionales
le sigle est insupportable, c'est pire. Et à ce qui paraît, le CPF de transition, c'est mieux. Donc, on va en parler tout à l'heure. Donc, ils vont gérer le CPF de transition, ces commissions paritaires nouvelles. Mais la grande nouveauté, vous le voyez, c'est que c'est pas le financement ne proviendra pas de la collecte directe intermédiée par l'opérateur de compétences, ça passera par France Compétences. Et la transformation consiste surtout à faire en sorte que France Compétences pilote au niveau national les règles de financement du CPF de transition, et qu'il y ait donc une harmonisation de ce CPF de transition, quelles que soient les régions. Donc les conseils d'administration des CEPIR ont moins de liberté qu'ils n'en avaient dans le cadre des fonds GESIF, qui, je le rappelle, avaient été créés au moment de la décentralisation de la formation professionnelle, et avec cette idée de régionaliser le droit individuel, et il pouvait y avoir des différences entre les prises en charge d'une région à une autre, entre fonds GESIF. Là, le système qui se profile, c'est un système qui sera beaucoup plus encadré par la doctrine, par les positions adoptées par France Compétences. Autre volet de la transformation des fonds GESIF, les commissions paritaires n'assumeront plus, comme les fonds GESIF, la prestation de conseils en évolution professionnelle à destination des salariés et des demandeurs d'emploi. Donc, il est prévu dans la loi que France Compétences lance un appel d'offres national pour que dans chacune des régions, un opérateur propose cette prestation de conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés. C'est une expression barbare du législateur qui se trouve dans le Code du travail à présent. Concrètement, ce sont les salariés. Et donc, une partie des activités du fonds GESIF donc, vont être confiées à un nouvel opérateur qui devrait donc être créé par les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux ont annoncé qu'ils allaient prendre des initiatives dans chacune des régions pour que des opérateurs créés par eux répondent aux appels d'offres, à l'appel d'offres lancé par France Compétences. Enfin, ce n'est pas complètement nouveau, mais c'est fléché depuis le début. Les contributions des entreprises vont participer au financement du plan d'investissement dans les compétences. C'est un sujet très important, ce plan de développement d'investissement dans les compétences. Ça accompagne la réforme, quelque part. C'est complètement centré sur la problématique du financement de la formation à destination des demandeurs d'emploi, des demandeurs d'emploi qui en ont le plus besoin. L'État a demandé aux partenaires sociaux qu'une partie de la contribution des entreprises participe également à ce financement. Là aussi, c'est une vraie mutation par rapport à l'esprit de la loi de 71. Nous avions en 71 l'idée forte que l'entreprise, grâce à son développement de la formation professionnelle, allait permettre aux salariés, s'ils connaissaient éventuellement le chômage, de préparer à ces périodes de chômage. Le constat, c'est que malheureusement, les demandeurs d'emploi ne sont pas toujours en capacité de se former. Il faut donc un effort de la collectivité pour que les demandeurs d'emploi aient accès à la formation. Alors l'assurance chômage porte sa contribution à cela. Eh bien, les fonds de la formation professionnelle, déjà depuis plusieurs années, ont été mobilisés pour la formation des demandeurs d'emploi. Et là, c'est vraiment entériné. Et c'est d'autant plus entériné que ça passe par France Compétences. Voilà, donc une cartographie complètement nouvelle sur la logique financière de la gouvernance.